Salut à tous, c'est Karim Debache avec beaucoup trop de cheveux pour l'avant-avant-dernier épisode de Crost et oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Une sucrerie qui mélange à merveille la douceur du chocolat et la force de la cacahuète. Exactement, vous venez de vous faire avoir par un placement de produit. Ok, connard. Non mais j'ai pas été payé, hein. Connard avec un très mauvais sens des affaires. Le placement de produit est une technique de communication qui consiste à mettre en avant un produit ou une marque, auquel cas on parle aussi de placement de marque, dans une œuvre culturelle. Cette technique, bien qu'elle prédate en réalité le cinéma, est surtout utilisée aujourd'hui dans les médias audiovisuels. Et évidemment dans le jeu vidéo. L'exemple le plus connu au cinéma se trouve dans les films James Bond, dont les scénaristes sont obligés depuis la fin des années 70 d'intégrer des placements de produits bien précis à chaque opus. Mais en réalité, le placement de produit au cinéma existe depuis bien plus longtemps que ça. On en retrouve même des exemples dans le cinéma des origines, comme là, cette boîte d'évian dans un film des Frères Lumière qui date de 1890. Ce qui signifie que le placement de produit existait au cinéma presque 40 ans avant le premier film parlant et 103 ans avant Jurassic Park. Damn! Évidemment, le procédé est et a régulièrement été critiqué parce que, dans le principe, c'est un peu sale. Ceci étant dit, on peut reconnaître quelques vertus au système. Évidemment, le premier avantage est purement pécuniaire, ça permet de participer au financement d'un film qui, sans ça, aurait beaucoup plus de mal à voir le jour, mais surtout, le placement de produit est souvent utilisé pour ajouter un sens du réel dans un film et tenter d'ancrer les personnages dans notre monde. Ah bah tout va bien alors, passe-moi les mains. Tout ne va pas bien. Ok, laisse-moi prendre un air sérieux. Parce qu'il arrive régulièrement que les annonceurs qui commandent ces placements de produits exigent, en contrepartie du pognon qu'ils donnent, certaines conditions. Par exemple, que leur produit soit utilisé par tel ou tel personnage, qu'il soit montré de telle ou telle manière, etc., etc. Le crunch chocolat, vive le chocolat! Donc ça reste quelque chose d'assez controversé et certains cinéastes en profitent même pour s'en moquer régulièrement, ou même faire du faux placement de produits de marques imaginaires comme chez Kevin Smith ou Quentin Tarantino. Bref, il me faudrait beaucoup plus de temps pour évoquer tous les tenants et les aboutissants du placement de produits, et c'est pas vraiment le but ici. En fait, je voulais juste vous introduire au concept pour ensuite vous demander d'imaginer un film où toute l'intrigue repose sur un placement de produit, comme une longue publicité entrecoupée de moments de fiction. Vous savez ce que ça donnerait? Le film dont on va parler aujourd'hui, je suppose. Sinon ton intro est complètement hors sujet. Donc The Wizard qui s'appelle Video Kid ou encore L'Enfant Génial en France ou Joystick Heroes en Allemagne, The Video Game Genius au Brésil, Game Over en Finlande, Game Boy en Suède ou encore Sweet Road au Japon. Bon, visiblement tout le monde a le droit d'appeler le film comme il veut, moi j'ai choisi Video Game Kid Hero Boy 3. Est un film américain sorti le 15 décembre 1989 aux États-Unis d'Amérique fuck yeah, réalisé par Todd Holland, un réalisateur surtout connu pour son travail sur des séries télé comme Malcolm, Friends, Les Contes de la Crypte, Twin Peaks ou encore 30 Rock, et dont c'est le premier long métrage. Donc le film commence par un générique de début, où on est introduit au personnage du Wizard Enfant Génial Video Kid Joystick Hero Video Game Genius Game Boy Video Game Kid Hero Boy 3, qui s'appelle en réalité Jimmy, un gosse américain qui souffre d'une forme d'autisme et qui dans ce générique marche très longtemps vers la caméra sans qu'on ait l'impression qu'il s'approche vraiment. Hey, ça mérite un petit tip. Tu veux qu'on te file du pognon pour avoir parlé du générique? Je vous avais déjà parlé des objectifs à courte focale dans mon épisode sur Doom, mais ici on assiste à une utilisation de la longue focale assez intéressante. En premier lieu, ça fausse les distances entre le sujet et la caméra, ce qui donne l'impression que l'enfant n'avance pas ou très lentement. Mais aussi, la longue focale écrase les perspectives, ce qui fait qu'on a plus l'impression que le sujet se décolle du décor, ce qui permet souvent d'exprimer le fait qu'un personnage est en décalage avec l'univers dans lequel il évolue. Je vais vous donner un exemple que je trouve parfait pour illustrer ça. Le film La haine de Mathieu Kassovitz est scindé en deux parties bien distinctes. Dans la première, on suit les personnages évoluer dans leur cité, un environnement avec lequel ils sont familiers puisqu'ils y ont grandi, donc Kassovitz utilise pour traduire ça des objectifs à courte focale posés sur une steadicam, mais au milieu du film, les personnages se retrouvent à Paris et Kassovitz exécute ce qu'on appelle un travelling compensé. En gros, il fait reculer la caméra tout en zoomant, ce qui fait qu'on garde la même échelle de plan sur les personnages tout en écrasant les perspectives. Et tout le reste du film qui se passe à Paris est filmé en longue focale et en plan fixe, pour faire ressentir au spectateur le décalage que ressentent les personnages par rapport à leur environnement. C'est une technique qui est aussi utilisée dans Cross parce qu'on tourne tous les plans larges avec une courte focale, mais les plans où j'apparais en plus serré, pardon, les plans où apparaît Kamel de Biche, merci, sont tournés à la longue focale pour bien faire la distinction entre les deux. Alors qu'en fait, c'est dans le même décor. Mais arrête de niquer la magie du truc, sombre tas de merde. Bref, désolé pour cette énorme digression, on retourne au film donc au moment où Jimmy se fait pourchasser par un avion. Et est très rapidement arrêté par la police. Vos papiers, s'il vous plaît. Le dialogue qui s'ensuit nous fait comprendre que Jimmy est en pleine fugue et qu'il essaye, pour une raison pour l'instant inconnue, de se rendre en Californie. Sûrement parce que chez lui les feuilles sont marrons et le ciel est gris. Il est donc rapidement ramené chez sa mère et son beau-père, le patron de Chandler à la coupe de cheveux improbable. Non mais là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, carrément. Une conseillère leur explique alors que le petit Jimmy a un étrange comportement. Il est sûr que Jimmy a subi un traumatisme important. Tous ces monuments qu'il bâtit. Il joue au Lego, c'est des duplos. J'ai la sensation qu'il représente quelque chose. Non, vraiment, juste, il joue au Lego. Ça ressemble vachement plus à des duplos quand même. J'ai la sensation qu'en faisant ça, il cherche avant tout à trouver un moyen de s'exprimer. Ce n'est qu'un enfant qui joue au Lego. Oh, et puis je t'emmerde. Donc la mère de Jimmy décide de le confier à un institut spécialisé sur les conseils de Françoise Jessica Fletcher Dolto. Oh bah dis donc, j'ai bien l'impression qu'on est face à un tueur en série. Après ça, on rencontre le reste de la famille qui se compose du père biologique de Jimmy, interprété par Beau Bridges, qui était aussi dans Max Payne, et de ses deux fils qui sont aussi du coup les demi-frères de Jimmy. L'aîné est joué
joué par Christian Slater, que vous avez déjà vu dans Alone in the Dark, et le plus jeune, Cory, par Fred Savage, un enfant acteur très populaire dans les années 80. Ça sent drôlement bizarre ce que tu fais. Le père accepte que Jimmy soit envoyé dans une clinique sans trop sourciller, ce qui énerve ses fils qui refusent la situation, et Corey décide, après une petite partie de fléchettes sur une carte des États-Unis d'Amérique fuck, de kidnapper son demi-frère, de lui mettre une casquette sur la tête et de fuguer avec lui en Californie, planqué dans un camion de pâtisserie Hostess. Des délicieux gâteaux fourrés qui raviront petits et grands. Voyez comme le jeune Jimmy a l'air épanoui et heureux d'avoir goûté à ce paradis sucré. Donc le père de Jimmy et Christian Slater décident de partir à leur recherche et la maman de Jimmy envoie en parallèle un trouveur d'enfants fugués professionnel qui, faute de mieux, servira d'antagoniste au film. Intéressant. Enfin presque intéressant. Pour que ça devienne intéressant, il faut essayer d'oublier le fait qu'un mec dont le boulot est de sauver des enfants puisse être aussi désagréable. Je gagne ma vie en ramenant les fugueurs et j'y suis de ma poche si quelqu'un s'amuse à me couper l'herbe sous le pied. Jean-Michel Connard, j'ai chié sur les murs et j'ai caché la serpillière. Mais surtout parce que ça devient la course au sauvetage, ce qui signifie que le méchant du film poursuit les mêmes objectifs que les gentils. Et ça, c'est intéressant. D'ailleurs, John Truby, un scénariste américain qui a bossé comme consultant sur plus d'un millier de scripts, a dit dans son bouquin Anatomie du scénario, que je vous recommande volontiers, qu'un personnage de cinéma ne se définit qu'au travers du réseau de personnages qui l'entourent. Il y évoque la relation entre le héros et l'antagoniste, qu'il considère comme la plus importante, et dit qu'un bon méchant de film doit affronter le héros tout en poursuivant le même but que lui. Ceci étant dit, et pour ne pas vous mentir, j'ai l'impression d'être en pleine branlette intellectuelle, et qu'ils ont juste dû se rendre compte qu'il manquait un méchant à l'histoire. Mais j'avais envie de parler de John Truby. Puis je fais ce que je veux. Pendant ce temps-là se déroule une intrigue parallèle dans laquelle on stand-by mise Corey et son frère qui galèrent leur race pour rejoindre la Californie. Et Corey comprend que Jimmy a le talent très particulier de compter les cure-dents qui tombent sur le sol. Non, pas du tout, pourquoi tu dis ça? Je sais pas, ça m'a fait comme un chat dans Matrix. Non, en fait, Jimmy est super fort aux jeux vidéo, comme en témoigne cette séquence où il arrive à atteindre les 50 000 points à double dragon en seulement 40 secondes. Ok, je lance un concours, si quelqu'un arrive à faire 50 000 à double dragon sans tricher en 40 secondes, je lui offre un Jérémy Morvan. Flambant neuf. Bref, ils rencontrent la jeune Hailey qui va les suivre dans leur péripéties et qui leur propose de faire participer Jimmy à Video Armageddon, un gros tournoi de jeux vidéo qui se déroule à Los Angeles, donc en Californie, et qui leur permettrait de gagner 50 000 $. Ils se baladent donc de publicité en publicité en misant du fric sur les parties de Jimmy pour financer leur voyage. Ils tombent sur Lucas, un joueur ultra balèze et collectionneur de jeunesse accompagné de ses sbires qui vont avoir beaucoup de mal à me faire croire qu'il représente un quelconque danger. Lucas a en sa possession Le Power Glove. un accessoire NES sorti la même année que le film dont je suppose vous avez compris le principe. Alors, je vous ai déjà dit que parfois un placement de produit sert à caractériser un personnage plus simplement en utilisant l'image de la marque. Mais ici, c'est une tentative assez minable que j'aime bien. C'est le personnage qui va donner son image à un produit qui vient de sortir. I love the Power Glove. Ça fait mal. Donc ils ont tout fait pour rendre le personnage de Lucas classe, ténébreux et badass, et je pense qu'au moment où le film prend comme personnage un véhicule publicitaire, il atteint le point de non-retour et mérite au moins qu'on le regarde pour ce qu'il est. Le reste de la chronique sera donc présenté en Roddy Piper Vision. Donc ils continuent leur route après une petite altercation avec Lucas et vont faire du pognon dans les casinos de Reno. Pourquoi tu fais ça? Ils vivent tout plein de péripéties avec tout plein de personnages adultes, comme ce trucker au grand cœur qui arrive pour les aider dans le camion de Stallone de Over the Top, le détective retrouveur d'enfants qui s'en prend plein la gueule, ou encore ce mec. C'est Ninja Gaiden. On arrive ensuite en Californie pour le tournoi Video Armageddon qui se déroule dans le parc Universal, évidemment un autre placement de produit d'autant plus évident que le film est distribué par Universal. Après tout, au point où on en est, on s'en bat les couilles, moi aussi je vais rajouter mes pubs. Les parents les rejoignent pendant le tournoi où Jimmy se bat à la fois contre Lucas et contre cette nana qu'on n'a jamais vue avant. Le jeu sur lequel la finale se passe est Super Mario Bros 3 qui est sorti 2 mois après le film. Donc ça, c'était la grosse exclusivité. Alors ils jouent au jeu, j'ai aucune idée de comment ils arrivent à afficher des scores qui d'ailleurs ne correspondent pas du tout à ceux affichés à l'écran, ni pourquoi ils semblent conseiller de prendre des warp zones pour faire monter son score, mais bref on s'en branle. Le petit Jimmy gagne, ce qui réjouit visiblement tout le monde, à l'évidente exception de Lucas et de l'autre dont tout le monde se fout parce qu'on sait toujours pas qui c'est, ce qui est complètement injuste, peut-être qu'elle aussi elle a une histoire tragique qui l'a amené jusqu'ici. Bon bah il ne me reste plus que le suicide. Tout se termine bien et la famille résout ses problèmes dans une dernière scène plus intimiste que je ne vous spoile pas par respect pour les valeurs de la démocratie, sachez juste que ça met en scène. Voilà, c'était Video Game Kid Hero Boy 3 qui vous a été présenté par les cafés L de Bâche. Et c'était abusé. Mais comment c'était abusé? Comment c'était une putain de pub? Ils en ont plus rien à foutre les mecs, c'est dingue. C'est sûrement le plus gros exemple de film placement de produit avec seul au monde. Et là où ça va encore plus loin, c'est que le film est à la fois une façon pour Nintendo de placer encore plus sa marque aux États-Unis en essayant de l'ancrer dans l'imaginaire collectif américain. Je dis ça parce que l'esthétique du film est typiquement américaine, jusque dans la narration, c'est un road movie qui va vers la Californie, donc l'ouest américain, mais aussi de profiter de la popularité des jeux Nintendo pour rendre cool le parc Universal. C'est comme un gros serpent de pub déguisé qui se mord la queue. D'ailleurs, tout le monde l'a remarqué à sa sortie et le film s'est fait allumer par la critique, en grande partie à cause de ça. Encore aujourd'hui, il n'est qu'à 28% sur Rotten Tomatoes. T'as pas dit que tu voulais parler d'un bon film? Si, mais j'ai un peu menti. C'est pas un bon film, c'est juste un mauvais film que j'aime beaucoup. Franchement, juste le fait que le film soit cynique et décomplexé à ce point dans la façon dont il place les marques me fait me dire que je ne peux objectivement pas en défendre la démarche. Et oui, il y a plein de longs métrages qui sont bourrés de placements de produits et qui sont de très bons films, mais là, ils en foutent même quand ça nuit au film, à son rythme ou à la caractérisation des personnages. C'est vraiment une compilation de publicités déguisées destinées directement aux enfants, donc c'est très limite je trouve. Puis en plus,
Enfin, c'est Rain Man avec des enfants, merde. C'est grave Rain Man avec des enfants. L'autiste sorti d'une clinique par son frère qui se rend compte qu'il a des facultés supérieures à la moyenne et qui va jouer au casino. Bon, certes, c'est moins abusé que dans Rawan, ça reprend juste une partie de l'intrigue, mais c'est vraiment pas classe. Donc, je ne pense pas que le film soit bon, mais je l'aime vraiment beaucoup. J'ai des opinions différentes des autres, je suis un rebelle, espèce de bouffon. Et j'aime bien le film pour deux raisons majeures. Déjà, Fred Savage. J'aime beaucoup cet acteur, je le trouve très cool dans le film, je le trouve très cool dans Princess Bride, qui est un film que j'adore et que je vous recommande beaucoup, et je le trouve surtout très cool dans Les Années Coup de Cœur ou The Wonder Years dans sa version originale, qui est une série américaine des années 80 absolument essentielle que je recommande à tout le monde. C'est une de mes séries préférées, elle devrait d'ailleurs bientôt sortir en DVD, on l'a pas eu avant ça à cause de problèmes de droit. J'insiste, mais si cette vidéo a servi à faire découvrir The Wonder Years à seulement quelques personnes, j'en serais ravi. Et si vous ne me croyez pas, j'ai fait découvrir cette série à Gilles il y a peu, et voyons ce qu'il en pense. Franchement, c'est cool. Vous voyez ? La seconde raison qui fait que j'apprécie The Wizard, c'est qu'il me rappelle pas mal de films de cette époque qui me plaisaient. Rain Man évidemment en premier lieu, mais même tous les road / buddy movies des années 80, avec en plus un petit côté Goonies Stand By Me assez sympa. Ça me parle. Donc voilà, si vous êtes prêt à faire l'impasse sur la démarche un peu crado et mercantile du délire, ça peut valoir le coup de regarder ça. Je pense pas que ça vous fera passer un mauvais moment. Et puis putain, les décors du film sont grave dépaysants. Ça m'a donné envie de partir en road trip dans la nature américaine. C'est pas forcément une priorité, je pense pas qu'on puisse se permettre de mettre du pognon là-dedans. Peut-être, mais on peut se permettre un clip de merde à 3 francs sur le sujet. Je suis allé m'évader dans le Nevada. Je suis même allé zoner en Arizona. J'ai trop longtemps lutté dans l'Utah. Dans quel état tu t'es mis dans tous ces états? Où ça? J'ai mangé de l'origan en Oregon. C'est bon. En Californie, à Califourchon. J'ai monté les montagnes du Montana. Et l'état d'à côté, je crois que c'est le Dakota. Floride, Idaho, Indiana, Iowa, Maine, Minnesota, Michigan, Missouri, Mississippi. Dans quel état tu t'es mis dans tous ces états? Des états aux États-Unis, y en a des tas. Dans quel état tu t'es mis dans tous ces états? Des états aux États-Unis, y en a des tas. Des tas, des tas, des tas, des tas. Des tas, des tas, des tas, des tas. Des tas, des tas, des tas, des tas. Des tas, des tas. One hand guitar. Pendant le tournoi où Jimmy se bat à la fois contre Lucas et contre cette nana qu'on n'a jamais vue avant. Le jeu sur lequel la finale se passe est Super Mario Bros 3 qui est sorti 2 mois après le film. Donc ça c'était la grosse exclusivité. Alors ils jouent au jeu, j'ai aucune idée de comment ils arrivent à afficher des scores qui d'ailleurs ne correspondent pas du tout à ceux affichés à l'écran, ni pourquoi ils semblent conseiller de prendre des warp zones pour faire monter son score, mais bref on s'en branle. Le petit Jimmy gagne, ce qui réjouit visiblement tout le monde, à l'évidente exception de Lucas et de l'autre dont tout le monde se fout parce qu'on sait toujours pas qui c'est, ce qui est complètement injuste, peut-être qu'elle aussi elle a une histoire tragique qui l'a amené jusqu'ici. Bon bah il ne me reste plus que le suicide. Tout se termine bien et la famille résout ses problèmes dans une dernière scène plus intimiste, que je ne vous spoile pas par respect pour les valeurs de la démocratie, sachez juste que ça met en scène. Voilà, c'était Video Game Kid Hero Boy 3 qui vous a été présenté par les cafés L de Bâche, et c'était abusé. Mais comment c'était abusé, comment c'était une putain de pub, ils en ont plus rien à foutre les mecs, c'est dingue. C'est sûrement le plus gros exemple de film placement de produit avec seul au monde. Et là où ça va encore plus loin, c'est que le film est à la fois une façon pour Nintendo de placer encore plus sa marque aux États-Unis en essayant de l'ancrer dans l'imaginaire collectif américain. Je dis ça parce que l'esthétique du film est typiquement américaine, jusque dans la narration, c'est un road movie qui va vers la Californie, donc l'ouest américain, mais aussi de profiter de la popularité des jeux Nintendo pour rendre cool le parc Universal. C'est comme un gros serpent de pub déguisé qui se mord la queue. D'ailleurs, tout le monde l'a remarqué à sa sortie et le film s'est fait allumer par la critique, en grande partie à cause de ça. Encore aujourd'hui, il n'est qu'à 28% sur Rotten Tomatoes. T'as pas dit que tu voulais parler d'un bon film? Si, mais j'ai un peu menti. C'est pas un bon film, c'est juste un mauvais film que j'aime beaucoup. Franchement, juste le fait que le film soit cynique et décomplexé à ce point dans la façon dont il place les marques me fait me dire que je ne peux objectivement pas en défendre la démarche. Et oui, il y a plein de longs métrages qui sont bourrés de placements de produits et qui sont de très bons films, mais là, ils en foutent même quand ça nuit au film, à son rythme ou à la caractérisation des personnages. C'est vraiment une compilation de publicité déguisée destinée directement aux enfants, donc c'est très limite je trouve. Puis en plus, Enfin, c'est Rain Man avec des enfants, merde. C'est grave Rain Man avec des enfants. L'autiste sorti d'une clinique par son frère qui se rend compte qu'il a des facultés supérieures à la moyenne et qui va jouer au casino. Bon, certes, c'est moins abusé que dans Rawan, ça reprend juste une partie de l'intrigue, mais c'est vraiment pas classe. Donc, je son marron et le ciel est gris. Il est donc rapidement ramené chez sa mère et son beau-père, le patron de Chandler à la coupe de cheveux improbable. Non mais là c'est l'hôpital qui se fout de la charité carrément. Une conseillère leur explique alors que le petit Jimmy a un étrange comportement. Il est sûr que Jimmy a subi un traumatisme important.
tous ces monuments qu'il bâtit. Il joue au Lego, c'est des duplos. J'ai la sensation qu'il représente quelque chose. Non, vraiment, juste, il joue au Lego. Ça ressemble vachement plus à des duplos quand même. J'ai la sensation qu'en faisant ça, il cherche avant tout à trouver un moyen de s'exprimer. Ce n'est qu'un enfant qui joue au Lego. Oh, et puis je t'emmerde. Donc la mère de Jimmy décide de le confier à un institut spécialisé sur les conseils de Françoise Jessica Fletcher Dolto. Oh bah dis donc, j'ai bien l'impression qu'on est face à un tueur en série. Après ça, on rencontre le reste de la famille qui se compose du père biologique de Jimmy, interprété par Beau Bridges, qui était aussi dans Max Payne, et de ses deux fils qui sont aussi du coup les demi-frères de Jimmy. L'aîné est joué par Christian Slater, que vous avez déjà vu dans Alone in the Dark, et le plus jeune, Cory, par Fred Savage, un enfant acteur très populaire dans les années 80. Ça sent drôlement bizarre ce que tu fais. Le père accepte que Jimmy soit envoyé dans une clinique sans trop sourciller, ce qui énerve ses fils qui refusent la situation, et Corey décide, après une petite partie de fléchettes sur une carte des États-Unis d'Amérique fucky, de kidnapper son demi-frère, de lui mettre une casquette sur la tête et de fuguer avec lui en Californie, planqué dans un camion de pâtisserie Hostess. Des délicieux gâteaux fourrés qui raviront petits et grands. Voyez comme le jeune Jimmy a l'air épanoui et heureux d'avoir goûté à ce paradis sucré. Donc le père de Jimmy et Christian Slater décident de partir à leur recherche et la maman de Jimmy envoie en parallèle un trouveur d'enfants fugués professionnel qui, faute de mieux, servira d'antagoniste au film. Intéressant. Enfin presque intéressant. Pour que ça devienne intéressant, il faut essayer d'oublier le fait qu'un mec dont le boulot est de sauver des enfants puisse être aussi désagréable. Je gagne ma vie en ramenant les fugueurs et j'y suis de ma poche si quelqu'un s'amuse à me couper l'herbe sous le pied. Jean-Michel Connard. J'ai chié sur les murs et j'ai caché la serpillière. Mais surtout parce que ça devient la course au sauvetage, ce qui signifie que le méchant du film poursuit les mêmes objectifs que les gentils. Et ça, c'est intéressant. D'ailleurs, John Truby, un scénariste américain qui a bossé comme consultant sur plus d'un millier de scripts, a dit dans son bouquin Anatomie du scénario, que je vous recommande volontiers, qu'un personnage de cinéma ne se définit qu'au travers du réseau de personnages qui l'entourent. Il y évoque la relation entre le héros et l'antagoniste, qu'il considère comme la plus importante, et dit qu'un bon méchant de film doit affronter le héros tout en poursuivant le même but que lui. Ceci étant dit, salut à tous, c'est Karim Debache avec beaucoup trop de cheveux pour l'avant-avant-dernier épisode de Crost, et oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Une sucrerie qui mélange à merveille la douceur du chocolat et la force de la cacahuète. Exactement, vous venez de vous faire avoir par un placement de produit. Ok, connard. Non mais j'ai pas été payé, hein. Connard avec un très mauvais sens des affaires. Le placement de produit est une technique de communication qui consiste à mettre en avant un produit ou une marque, auquel cas on parle aussi de placement de marque, dans une œuvre culturelle. Cette technique, bien qu'elle prédate en réalité le cinéma, est surtout utilisée aujourd'hui dans les médias audiovisuels. Et évidemment dans le jeu vidéo. L'exemple le plus connu au cinéma se trouve dans les films James Bond, dont les scénaristes sont obligés depuis la fin des années 70 d'intégrer des placements de produits bien précis à chaque opus. Mais en réalité, le placement de produit au cinéma existe depuis bien plus longtemps que ça. On en retrouve même des exemples dans le cinéma des origines, comme là, cette boîte d'évian dans un film des Frères Lumière qui date de 1890. Ce qui signifie que le placement de produit existait au cinéma presque 40 ans avant le premier film parlant et 103 ans avant Jurassic Park. Damn! Évidemment, le procédé est et a régulièrement été critiqué parce que, dans le principe, c'est un peu sale. Ceci étant dit, on peut reconnaître quelques vertus au système. Évidemment, le premier avantage est purement pécuniaire, ça permet de participer au financement d'un film qui, sans ça, aurait beaucoup plus de mal à voir le jour, mais surtout, le placement de produit est souvent utilisé pour ajouter un sens du réel dans un film et tenter d'ancrer les personnages dans notre monde. Ah bah tout va bien, alors passe-moi les mains. Tout ne va pas bien. Ok, laisse-moi prendre un air sérieux. Parce qu'il arrive régulièrement que les annonceurs qui commandent ces placements de produits exigent, en contrepartie du pognon qu'ils donnent, certaines conditions. Par exemple, que leur produit soit utilisé par tel ou tel personnage, qu'il soit montré de telle ou telle manière, etc., etc. Le crunch chocolat, vive le chocolat! Donc ça reste quelque chose d'assez controversé et certains cinéastes en profitent même pour s'en moquer régulièrement, ou même faire du faux placement de produits de marques imaginaires comme chez Kevin Smith ou Quentin Tarantino. Bref, il me faudrait beaucoup plus de temps pour évoquer tous les tenants et les aboutissants du placement de produits, et c'est pas vraiment le but ici. En fait, je voulais juste vous introduire au concept pour ensuite vous demander d'imaginer un film où toute l'intrigue repose sur un placement de produit, comme une longue publicité entrecoupée de moments de fiction. Vous savez ce que ça donnerait? Le film dont on va parler aujourd'hui, je suppose. Sinon ton intro est complètement hors sujet. Donc The Wizard qui s'appelle Video Kid ou encore L'Enfant Génial en France ou Joystick Heroes en Allemagne, The Video Game Genius au Brésil, Game Over en Finlande, Game Boy en Suède ou encore Sweet Road au Japon. Bon, visiblement tout le monde a le droit d'appeler le film comme il veut, moi j'ai choisi Video Game Kid Hero Boy 3. Est un film américain sorti le 15 décembre 1989 aux États-Unis d'Amérique fucky, réalisé par Todd Holland, un réalisateur surtout connu pour son travail sur des séries télé comme Malcolm, Friends, Les Contes de la Crypte, Twin Peaks ou encore 30 Rock, et dont c'est le premier long métrage. Donc le film commence par un générique de début, où on est introduit au personnage du Wizard Enfant Génial Video Kid Joystick Hero Video Game Genius Game Boy Video Game Kid Hero Boy 3, qui s'appelle en réalité Jimmy, un gosse américain qui souffre d'une forme d'autisme et qui dans ce générique marche très longtemps vers la caméra sans qu'on ait l'impression qu'il s'approche vraiment. Hey, ça mérite un petit tip. Tu veux qu'on te file du pognon pour avoir parlé du générique? Je vous avais déjà parlé des objectifs à courte focale dans mon épisode sur Doom, mais ici on assiste à une utilisation de la longue focale assez intéressante. En premier lieu, ça fausse les distances entre le sujet et la caméra, ce qui donne l'impression que l'enfant n'avance pas ou très lentement. Mais aussi, la longue focale écrase les perspectives, ce qui fait qu'on a plus l'impression que le sujet se décolle du décor, ce qui permet souvent d'exprimer le fait qu'un personnage est en
en décalage avec l'univers dans lequel il évolue. Je vais vous donner un exemple que je trouve parfait pour illustrer ça. Le film La haine de Mathieu Kassovitz est scindé en deux parties bien distinctes. Dans la première, on suit les personnages évoluer dans leur cité, un environnement avec lequel ils sont familiers puisqu'ils y ont grandi, donc Kassovitz utilise pour traduire ça des objectifs à courte focale posés sur une steadicam, mais au milieu du film, les personnages se retrouvent à Paris et Kassovitz exécute ce qu'on appelle un travelling compensé. En gros, il fait reculer la caméra tout en zoomant, ce qui fait qu'on garde la même échelle de plan sur les personnages tout en écrasant les perspectives. Et tout le reste du film, qui se passe à Paris, est filmé en longue focale et en plan fixe, pour faire ressentir au spectateur le décalage que ressentent les personnages par rapport à leur environnement. C'est une technique qui est aussi utilisée dans Cross parce qu'on tourne tous les plans larges avec une courte focale, mais les plans où j'apparais en plus serré... Pardon, les plans où apparaît Kamel de Biche, merci, sont tournés à la longue focale pour bien faire la distinction entre les deux. Alors qu'en fait, c'est dans le même décor. Mais arrête de niquer la magie du truc, sombre tas de merde. Bref, désolé pour cette énorme digression, on retourne au film donc au moment où Jimmy se fait pourchasser par un avion. Et est très rapidement arrêté par la police. Vos papiers, s'il vous Le plaît. dialogue qui s'ensuit nous fait comprendre que Jimmy est en pleine fugue et qu'il essaye, pour une raison pour l'instant inconnue, de se rendre en... Californie. Sûrement parce que chez lui, les feuilles, pour ne pas vous mentir, j'ai l'impression d'être en pleine branlette intellectuelle et qu'ils ont juste dû se rendre compte qu'il manquait un méchant à l'histoire. Mais j'avais envie de parler de John Truby. Puis je fais ce que je veux. Pendant ce temps-là se déroule une intrigue parallèle dans laquelle on stand by Miss Corey et son frère qui galèrent leur race pour rejoindre la Californie. Et Corey comprend que Jimmy a le talent très particulier de compter les cure-dents qui tombent sur le sol. Non, pas du tout, pourquoi tu dis ça? Je sais pas, ça m'a fait comme un chat dans Matrix. Non, en fait, Jimmy est super fort aux jeux vidéo, comme en témoigne cette séquence où il arrive à atteindre les 50 000. points à double dragon en seulement 40 secondes. Ok, je lance un concours, si quelqu'un arrive à faire 50 000. à double dragon sans tricher en 40 secondes, je lui offre un Jérémy Morvan. Flambant neuf. Bref, ils rencontrent la jeune Hailey qui va les suivre dans leur péripéties et qui leur propose de faire participer Jimmy à Video Armageddon, un gros tournoi de jeux vidéo qui se déroule à Los Angeles, donc en Californie, et qui leur permettrait de gagner 50 000 $. Ils se baladent donc de publicité en publicité en misant du fric sur les parties de Jimmy pour financer leur voyage. Ils tombent sur Lucas, un joueur ultra balèze et collectionneur de jeunesse accompagné de ses sbires qui vont avoir beaucoup de mal à me faire croire qu'il représente un quelconque danger. Lucas a en sa possession Le Power Glove. un accessoire NES sorti la même année que le film dont je suppose vous avez compris le principe. Alors, je vous ai déjà dit que parfois un placement de produit sert à caractériser un personnage plus simplement en utilisant l'image de la marque. Mais ici, c'est une tentative assez minable que j'aime bien. C'est le personnage qui va donner son image à un produit qui vient de sortir. I love the Power Glove. Ça fait mal. Donc ils ont tout fait pour rendre le personnage de Lucas classe, ténébreux et badass, et je pense qu'au moment où le film prend comme personnage un véhicule publicitaire, il atteint le point de non-retour et mérite au moins qu'on le regarde pour ce qu'il est. Le reste de la chronique sera donc présenté en Roddy Piper Vision. Donc ils continuent leur route après une petite altercation avec Lucas et vont faire du pognon dans les casinos de Reno. Pourquoi tu fais ça? Ils vivent tout plein de péripéties avec tout plein de personnages adultes, comme ce trucker au grand cœur qui arrive pour les aider dans le camion de Stallone de Over the Top, le détective retrouveur d'enfants qui s'en prend plein la gueule, ou encore ce mec. C'est Ninja Gaiden. On arrive ensuite en Californie pour le tournoi Video Armageddon qui se déroule dans le parc Universal, évidemment un autre placement de produit d'autant plus évident que le film est distribué par Universal. Après tout, au point où on en est, on s'en bat les couilles, moi aussi je vais rajouter mes pubs. Les parents les rejoignent